Bonjour ou bonsoir tout le monde et bienvenue bienvenue à cette petite conversation. Alors nous comprenons que au niveau du Cameroun, quelques blocages ont été engagés par le gouvernement de Yaoundé. Alors ce gouvernement a tout simplement décidé de, comme ça, détruire, on va le dire comme ça, toutes les communications au niveau du Cameroun. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une difficulté chez la majorité des Camerounais, spécifiquement dans certaines régions au nord du Cameroun, d'avoir accès aux réseaux sociaux. Mais nous allons avancer en se disant que ils auront le temps de faire des replays parce que le pouvoir de M. Biya ne va pas couper éternellement les réseaux sociaux. C'est une fausse stratégie, c'est une mauvaise stratégie de la part du gouvernement de M. Biya d'essayer d'influencer d'une manière ou d'une autre les communications des citoyens. Ça dit tout le désespoir que ce gouvernement a. Il sait qu'il n'a pas la légitimité populaire, il essaye donc de museler le peuple afin que le peuple ne puisse pas s'exprimer normalement. Donc qu'à cela ne tienne, comme j'ai dit tout à l'heure, nous allons commencer en se disant que les Camerounais de par le monde auront l'opportunité de revoir ce live et donc d'en prendre connaissance. Ce soir, j'ai pensé qu'il était important pour le peuple camerounais de comprendre en réalité où il est, où il se trouve en ce moment, et de comprendre également les options qui se présentent à lui pour une sortie de crise. Parce que, il faut se le dire, il faut qu'il y ait une sortie de crise. Depuis le 12 octobre dernier, le Cameroun est dans une situation compliquée. Il se trouve que le gouvernement camerounais a organisé des élections. Peut-être dans la tête du gouvernement camerounais, il demandait l'avis du peuple pour savoir si M. Biya pouvait rester encore ou bien s'il fallait qu'il, comme on dit généralement, qu'il transfère à quelqu'un d'autre. Donc, le peuple camerounais n'a pas eu le mémo du gouvernement en place, parce qu'il semble que pour ce gouvernement, c'était une histoire, c'était une suggestion. Mais le peuple, lui, il est allé à l'élection en se disant, enfin, nous avons l'opportunité de chasser M. Biya du pouvoir. Donc, pour le peuple camerounais, ce n'était pas une suggestion. Le peuple a décidé de se choisir un nouveau président, et c'est ainsi que M. Issa Chiroma Bakari a ainsi été élu président de la République du Cameroun. Sauf que dans les moments qui ont suivi, le gouvernement de Yaoundé s'est très rapidement ressaisi et a donc décidé de changer les règles du jeu. Et il fallait frauder pour tourner la victoire du peuple en défaite du peuple. Et c'est ce qui a plongé le Cameroun dans une crise vraiment sans précédent. Les gens parlent de 1992, mais ceux qui y étaient disent très clairement que la comparaison est un peu difficile. Parce qu'ici, on a un peuple qui s'est levé comme un seul homme pour défendre sa victoire. Je continue de penser que
M. Biya et le gang Biya n'avaient pas anticipé cela. Ils s'étaient dit que d'une manière ou d'une autre, le peuple camerounais, qui est réputé être un peuple calme, qui est réputé être un peuple sans problème, où la paix est une notion présente dans la vie des enfants du Cameroun, M. Biya s'était dit, ok, bon, il saura trouver une solution pour se maintenir au pouvoir. Alors, face à ce qui s'est passé au cours des derniers jours, des dernières semaines, M. Biya se rend très bien compte que les choses ne se passent pas comme il pensait. Son espoir, cependant, est de gagner un peu de temps. Il faut gagner un peu de temps pour qu'il réussisse à prêter serment et gagner encore un peu de temps pour qu'il réussisse à changer rapidement la Constitution, installer comme son second, M. Ngongo, et ainsi le tour sera joué. Il y aura donc quelqu'un autre que M. Biya qui aura une réclamation légale, j'insiste sur le mot légal, qui aura donc cette réclamation légale sur le poste de président. Voilà l'enjeu ici. Le souci, c'est que le peuple camerounais semble en ce moment ne pas très bien comprendre où on va. Il y a un peu de la confusion dans le peuple. Il y a des mixed messages, comme on dit, des messages je vais dire mixtes, je pense que oui, mixtes, différents, qui signalent des choses et des contre-choses, ce qui fait que le peuple ne sait pas vraiment où on est en train d'aller. Le peuple a besoin d'être clair dans la stratégie, savoir où on est en train d'aller, pourquoi on est en train d'y aller, et qu'est-ce qu'on peut attendre comme résultat. C'est normal de la part d'un peuple, parce qu'un pays, c'est comme une société. Une société a des actionnaires qui sont les propriétaires de la société, et donc, de temps en temps, il est demandé aux personnes qui travaillent pour le compte de ce peuple-là de rendre compte de temps en temps pour que les propriétaires de la société puissent comprendre exactement est-ce que ça correspond au mandat qui leur a été donné ou pas. Quoique n'ayant pas de mandat officiel, j'ai pensé qu'il était bon de venir partager avec le peuple camerounais quelques options, quelques pistes qui peuvent indiquer là où nous sommes en train d'aller, afin que les uns et les autres se préparent, suggèrent, parce que vous avez un président, M. Issa Chiroma Bakari, c'est le président du Cameroun, donc il faut suggérer à Monsieur le Président, lui donner des conseils sur ce qui peut être fait pour améliorer telle ou telle autre chose. Dans cette conversation, je resterai superficiel sur un certain nombre de choses, réservant ainsi certains détails à qui de droit. Vous savez, chaque grand peuple sur la terre a eu un moment de fondement. Ce moment de fondement n'est pas toujours la création. Il y a un moment déterminant dans la vie de chaque peuple qui change la trajectoire de ce peuple. Et les peuples qui ratent ces tournants de leur histoire peuvent attendre un autre 50 ans, voire 100 ans, pour se retrouver dans une position où ils peuvent changer la trajectoire de nouveau. Je prends un exemple simple.
Le Cameroun a eu l'opportunité en 1992 de changer la trajectoire de son pays. 1992, c'était il y a 33 ans. Donc, 33 ans sont passés depuis que le Cameroun a perdu l'opportunité de changer sa trajectoire en 1992. Ça a pris 33 ans pour que la prochaine opportunité se représente. 33 ans. Je voudrais que, ensemble, qu'on pense un peu à cela. Pensons un peu à ça. C'est que la dernière fois où une grosse opportunité s'est présentée pour changer le cours de l'histoire du Cameroun, le Cameroun a raté cette opportunité et il s'en est suivi comme une sorte d'endormissement général de la population. Et le peuple se réveille 33 ans plus tard pour découvrir que, bon, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, comme je viens de le dire, il y a des moments dans la vie des individus, il y a des moments dans la vie des communautés, il y a des moments dans la vie d'une nation qu'il ne faut jamais courir l'erreur de manquer. Ça peut être au niveau individuel. Vous pouvez dans votre vie personnelle manquer un tournant de votre vie. Si vous êtes chanceux, si la grâce de Dieu est sur vous, un tel moment vous reviendra des décennies plus tard. Vous n'aurez peut-être plus la même vigueur, vous n'aurez peut-être plus la même capacité de réagir. Et si vous ne comprenez pas que ceci représente un tournant de l'histoire, votre histoire personnelle, l'histoire de votre communauté, l'histoire de votre pays, vous passerez le temps à penser que, bon, voilà, Dieu ne vous a pas visité. Parce que lorsque vous avez reçu cette visite, votre réaction n'a pas été de nature à comprendre le caractère historique pour vous de ce qui se passait. Vous avez laissé passer en vous disant que, bon, demain est un autre jour. Pourtant, cet autre jour devait venir 33 ans plus tard. Donc, lorsque le peuple camerounais a laissé une poignée de personnes, il y a 33 ans, décider du sort de leur nation, ce peuple ne savait pas. Je suis certain que si vous aviez dit aux Camerounais en 1992, au sortir de l'élection présidentielle de 1992, que ça prendrait 33 ans pour se retrouver devant une autre opportunité de faire partir M. Biya, je pense que la majorité absolue des Camerounais n'aurait pas cru. Parce que pour eux, ils auraient pensé qu'un momentum, un mouvement, une lancée a été prise et que cette lancée allait continuer. C'était une erreur fatale. Et il faut craindre que le moment dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui ne revienne que dans une trentaine d'années, si jamais le peuple camerounais rate ce tournant. Il y a eu des nations, toutes grandes nations sur la terre, a eu ces moments, ce tournant de son histoire qui a changé les choses, qui a fait basculer les choses d'un côté ou de l'autre, soit dans la grandeur, soit dans la petitesse ou la poubelle de l'histoire.
Et l'un de ces moments, la France l'a vécu en 1789, lorsqu'elle commence sa révolution. Les États-Unis ont vécu quelque chose de similaire lorsque le 4 juillet 1776, ils décident de commencer, de déclarer l'indépendance de la Grande-Bretagne. D'autres peuples à travers le monde sont passés par ce moment. Même à côté du Cameroun en Afrique, il y a des peuples, je citerai par exemple le peuple burkinabé, qui a compris le moment historique auquel il faisait face, a décidé de saisir cette opportunité, et le Burkina d'aujourd'hui, après un tout petit temps, on voit bien la différence entre le Burkina d'aujourd'hui et le Burkina d'il y a quelques années seulement. Donc, il ne faut pas que le peuple camerounais rate cette compréhension. Parce que si le Cameroun et les Camerounais perdent de vue le contexte historique dans lequel ils se trouvent, ce sera la catastrophe. Totalement la catastrophe. Alors, il y a quelque chose de commun chaque fois qu'un peuple a pris la bonne direction. Chaque fois qu'un peuple a pris la bonne direction, il y a eu un changement. Pas changement dans la suite, je parle de changement dans l'instant. Les changements dans l'instant, c'est que chaque révolution, chaque grand changement nécessite une annulation, je voulais dire termination, mais je ne sais pas si l'expression existe en français, mais il faut une abolition des institutions. Vous ne pouvez pas passer d'une république à une autre république avec les outils de l'ancienne république. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas faire une révolution en gardant les habits et les outils du système que vous avez fait tomber. Et quels sont les outils d'une nation? La Constitution est un de ces outils, c'est le document fondateur d'une république. Le gouvernement, les institutions, ce sont des outils utilisés pour faire fonctionner cette république. Donc, quand il y a révolution, il faut comprendre en réalité que la fondation est un moment de création de quelque chose de nouveau. Si on le perd de vue, on ne comprend pas la suite. Et je reviendrai sur ce point précis un peu plus tard. Mais chaque fois qu'il y a eu basculement, changement, transfert de pouvoir, même si ce n'était pas une révolution, il y a eu deux choses majeures. La première chose majeure qu'il doit y avoir pour qu'il y ait transfert de pouvoir, c'est le lieu de résidence du pouvoir. Le pouvoir est acquis. Qui a le pouvoir dans un pays? Si vous ne comprenez pas où se trouve le pouvoir, vous risquez de batailler la mauvaise bataille, vous risquez de lutter le mauvais combat. Parce que c'est la première chose qui détermine le succès, le transfert de pouvoir dans une nation. Il faut donc comprendre où est le pouvoir, qui a le pouvoir.
deux cas de figure se présentent. Premier cas de figure, le pouvoir est au peuple. Ça, c'est une démocratie pure. Le pouvoir au peuple, ça veut dire que le pouvoir peut vous donner, le peuple peut vous donner le pouvoir et il vous retire le pouvoir. Le deuxième cas de figure, pour qu'il y ait transfert de pouvoir, c'est que la qualité des gouvernants est un facteur important. Qualité des gouvernants. J'ai regardé une vidéo d'Abdou Diouf lorsqu'il transfère le pouvoir, en tout cas il parle dans cette vidéo de comment le transfert du pouvoir s'est fait de lui à son successeur, Abdoulaye Wade. Et lorsque Abdou Diouf raconte la scène, il n'a pas eu besoin qu'on l'appelle, qu'on arrive à le convaincre, il n'a pas eu besoin de ça. Abdou Diouf dit que à la sortie des élections, il a pris son téléphone, appelé ses collaborateurs, demandé quelles sont les tendances. Les collaborateurs lui disent c'est mauvais. Monsieur Wade est en train de tout gagner. Nous pensons même qu'il va gagner. Et avant que ses collaborateurs lui aient fait d'autres suggestions, parce qu'ils étaient prêts à lui dire « mais on peut changer cela ». Donc, malgré le fait que certains de ses collaborateurs avaient l'intention de changer cela, M. Abdou Diouf a dit non, ce n'est pas nécessaire. Il a raccroché. La prochaine personne qu'il a appelée, c'était M. Wade. Pour lui dire, bon voilà, j'ai le retour, que vous avez gagné, et bon, je te félicite pour ta victoire. La qualité des hommes qui dirigent. Donc, deux facteurs principaux peuvent faciliter le transfert de pouvoir. Abdou Diouf était dans une dictature, une sorte de dictature, peut-être une dictature modérée, où le pouvoir était parti du peuple, avait été transféré à lui, et donc il avait tous les pouvoirs dans le Sénégal de ce temps-là. Mais la qualité de la personne, la qualité du dirigeant qu'il était, a permis qu'il y ait transfert de pouvoir. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, le transfert du pouvoir dépend de ces deux piliers. Si vous êtes dans un pays où le pouvoir est effectivement au peuple, le transfert est naturel. Dès que le peuple a décidé, ça se fait. Mais si vous êtes dans l'un des pays africains où le peuple n'a pas toujours le pouvoir, quoiqu'il devrait avoir le pouvoir, vous dépendez maintenant de la qualité des dirigeants. Et ces dirigeants, s'ils sont de grande qualité, peuvent donc dicter le départ, le transfert du pouvoir. Le souci avec le Cameroun aujourd'hui, c'est que, numéro un, le pouvoir effectif a été arraché au peuple, ce qui fait du Cameroun une dictature pure et simple. Mais, malgré le fait qu'il y a un deuxième espoir qui se reporte maintenant sur la qualité des personnes et qui peut donc sauver le Cameroun, la réalité est que le Cameroun manque de qualité dans les personnes qui conduisent le Cameroun. C'est là le problème du Cameroun.
Et beaucoup ne savent pas pourquoi la népalisation qui a commencé n'est pas allée comme dans les autres pays. On a vu au Népal, on a vu un peuple se lever, une armée respectueuse qui a refusé de tirer sur son peuple, et la népalisation a eu lieu. On a vu à Madagascar, mis à part un petit mouvement de personnes zélées ici et là, mais le peuple de Madagascar, le peuple malgache, a eu gain de cause parce que le leader de ce pays, à un moment donné, a pris une décision. C'est que, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je tue mon peuple ou alors je ne le fais pas? Ce sont des choses dont le Cameroun ne bénéficie pas. Parce que le Cameroun ne bénéficie pas d'une qualité de leader, une meilleure qualité de leader. Parce qu'au Cameroun, M. Biya et son gang, d'ailleurs, M. Atangandji vous l'a dit, c'est que vous essayez, il tire sur vous. Vous essayez, il vous tue. Et on l'a bien vu. Officiellement, on est en train de parler d'une trentaine de morts, mais la réalité est qu'il y en a plus de 200. S'il faut ajouter les enlèvements, les corps qui sont transférés en pleine nuit pour des fosses, s'il faut ajouter tout cela, il y a plus de 200 morts au Cameroun déjà. Pourquoi? La qualité des dirigeants camerounais. Ce ne sont pas des personnes raisonnables, ce ne sont pas des personnes qui pensent qu'il faut se mettre à la place d'un peuple, ce ne sont pas des personnes avec lesquelles vous pouvez raisonner. Vous ne pouvez rien leur dire. C'est important de comprendre ça pour la suite de ce que nous allons dérouler. C'est important de comprendre qu'il n'y a pas au Cameroun un leadership raisonnable. Ils ne sont pas raisonnables. Prenez le président de la République. Prenons cet exemple. Le Cameroun est dirigé par un monsieur qui a 93 ans. Monsieur Biya a été ministre au Cameroun pendant 13 ans. Il a été premier ministre au Cameroun pendant 7 ans. Il a été président de la République du Cameroun pendant 43 ans. Si vous mettez tous ces temps ensemble, ça fait 63 ans qu'un monsieur est soit ministre, soit premier ministre, soit président. 63 ans. Est-ce que quelqu'un de raisonnable qui a 93 ans et qui vient de passer 63 ans à la tête d'un État, soit comme ministre, soit comme premier ministre, soit comme président de la République, est-ce qu'une telle personne qui pense à avoir un autre 7 ans, est-ce que ça vous ressemble à quelqu'un qui est raisonnable? Il n'est pas raisonnable. Il y a un dysfonctionnement dans sa tête qui fait qu'il pense que le Cameroun, c'est lui. Il y a un dysfonctionnement dans sa tête qui fait qu'il ne voit le Cameroun et les Camerounais qu'en termes de lui. Ce n'est que lui qui peut. Ce n'est que lui qui peut être là. Il y a un dysfonctionnement psychologique. Donc, quand vous traitez avec le Cameroun, ne vous dites jamais que vous avez en face des personnes normales. Non seulement M. Biya n'est pas raisonnable, il n'est pas normal,
Prenons le cas de son épouse. Son épouse, le chiffre, le nombre, l'âge exact, en tout cas, il doit être entre 54 et 56 ans. Alors, vous venez de faire 31 ans, première dame. Vous décidez de vous prendre comme amant l'adjoint de votre mari. Et vous planifiez que vous allez remplacer votre mari par votre amant, qui est par ailleurs votre beau-frère. Et dans votre tête, vous vous dites que lorsque votre amant sera devenu président, vous serez la première dame à la place de votre sœur. Est-ce que ça ressemble à la manière de penser d'une personne normale? Donc, lorsque nous disons qu'il y a quelque chose dans la tête des gens qui dirigent le Cameroun, lorsque nous disons qu'il y a un dysfonctionnement important dans la tête des gens qui dirigent le Cameroun, c'est de ça dont nous parlons. Donc, vous avez un cas où M. Biya n'est pas une personne normale, parce que tout se pense et se fait en fonction de lui. Même s'il a 93 ans, le Cameroun n'a pas de futur sans lui. À côté de lui, la personne qui aurait pu aider à mettre quelque chose, à parler quelque chose dans sa tête qui fasse sens, cette personne-là pense bizarrement. Elle vit dans un monde quasiment parallèle. Et comme si ça ne suffisait pas, les collaborateurs directs du chef de l'État ne sont pas normaux. Ils ne sont pas normaux à cause de la manière de penser. Moi, j'ai vu d'autres personnes à côté du président. J'ai vu un monsieur comme Belinga Ebutu à côté du chef de l'État. Et j'ai vu un homme d'une carrure, d'une personnalité et d'une facilité de convaincre le président. C'est-à-dire, c'était quelqu'un qui avait la capacité de dire à monsieur le président, avec tout le respect de la terre, que, monsieur le président, je ne pense pas que ce chemin est le bon. Il avait une manière de le dire, il avait une expression, je ne connais pas la traduction en français, il avait cette expression où il appelait le chef de l'État anti-président, c'est-à-dire, et il le disait avec tellement de diplomatie, tellement et quand il voulait dire au président que ce chemin n'est pas le bon, sa capacité, la manière de le dire était une manière soumise, élégante, mais perspicace. Et le problème, c'est que tous ceux qui sont autour du président en ce moment ont plutôt l'air bourgeois, arrivistes, qui pensent comme si c'est leur tour, et donc qui ne prennent aucun risque. Ils jouissent du pouvoir et se disent que c'est leur chose, c'est leur tour. Et donc, même si les gens parlent n'importe comment, eux pensent que c'est le décret qui les a mis là.
Et comme ils savent que c'est le décret qui les a mis là, ils brûleraient le Cameroun pour que ce décret ne sorte pas. Le décret pour les enlever. Ils brûleraient le Cameroun pour cela. Et si le peuple pense qu'il a, au niveau de sa présidence, des personnes qui peuvent réfléchir froidement, le peuple se trompe lourdement. Parce que à la présidence de la République du Cameroun, il n'y a pas de personnes qui pensent normalement. Donc, quand les gens parlent du peuple, oh, mais ils ne voient pas que le peuple souffre. Oh, il ne fait pas ceci. Mais ça émeut qui? Personne. Parce que tout le monde pense en fonction de son décret, en fonction de ce qu'il a. Ne prenez pas mes paroles pour ça. Même dans le cercle hors de la présidence de la République, vous avez des gens qui disent sans... Ils ne passent pas par 4 chemins pour vous le dire. Il vous dit que si le président tombe, il tombe. C'est pour ça que vous voyez des hommes d'affaires sans conscience, des ministres qui ne pensent qu'à leur avantage. Je lisais un article aujourd'hui, en tout cas un post de Jean Bruno qu'il a fait sur son mur, et où Jean Bruno a posté la photo du ministre Momo, qui se fait recevoir, en tout cas il a arrangé qu'on lui donne un prix pour la meilleure contribution à la supposée élection de M. Biya. Donc, parce que là, maintenant, ce qui commence, c'est qu'il faut prouver qu'on a fait le plus grand travail pour qu'on reste là. Et avec beaucoup d'humour, Jean Bruno dit qu'il se partage déjà le butin, alors que le braquage est encore en cours. Et c'est effectivement ce qui est en train de se passer. Voilà les personnes qui sont à la tête du Cameroun. Des personnes qui n'hésiteraient devant rien pour tuer le peuple camerounais, qui n'hésiteraient devant rien pour tout faire pour que M. Biya soit là. Parce que si M. Biya est là, c'est aussi eux qui sont là. Quand le peuple a compris cela, quand ce décor est planté, quand on comprend la qualité des personnes en face, le pouvoir, quoi qu'il doit être au peuple, ce pouvoir est confisqué par un groupuscule de personnes. Numéro 1. Numéro 2, la qualité des personnes qui détiennent ce pouvoir est de nature à détruire le peuple camerounais si le peuple camerounais décidait de faire une épreuve de force. Voilà le contexte dans lequel nous sommes. Et si vous comprenez ce contexte, vous comprenez l'ennemi qui est en face, alors vous pouvez donc maintenant commencer à parler solution. Parce que Donald Rumsfeld, un monsieur pour qui j'ai énormément de respect, l'ancien secrétaire d'État au département de la guerre, maintenant ce département, en tout cas à l'époque, ce département était le département de la défense, et Don Rumsfeld dit, et il a dit, il y a longtemps, a continué de le dire, qu'on ne part pas en guerre avec l'armée dont on rêve, ou l'armée qu'on aurait voulu avoir. On va en guerre avec l'armée qu'on a.
Donc, voilà le contexte au Cameroun. Le peuple camerounais se retrouve dans une situation compliquée. En face de ce peuple, il y a des gens qui ne sont pas des personnes normales, mais qui détiennent le pouvoir, qui sont prêts à lutter jusqu'au bout pour que ce pouvoir reste entre leurs mains. Quand vous savez ça, vous ne pouvez pas risquer de commencer une conversation où vous dites on ne va pas arriver ici, on ne veut pas arriver là. Parce que la minute où vous vous donnez des limites, ces limites deviennent votre chute. Parce que l'adversaire va comprendre vos limites, il sait que vous ne pouvez pas arriver là-bas, et parce qu'il sait que vous n'arriverez pas là-bas, c'est là-bas que lui il ira. Il faut que le peuple comprenne cela. Il faut que les dirigeants du Cameroun, du nouveau Cameroun, comprennent cela. Donc, quand on a compris que cette conversation doit se faire de manière libre, les décisions qui doivent se prendre sans état d'âme. On ne parle pas ici de moralité, parce que le peuple camerounais est dans un contexte de légitime défense. Si le peuple joue, il attendra 20 ou 30 ans. Il vivra dans une paix supposée, où vous ne pouvez rien dire, où vous subirez le pouvoir anarchique de M. Biya et des incapables qui font partie de son gang. Et après M. Biya, vous aurez l'un des siens, et après cet autre des siens, vous aurez un autre des siens. Le peuple camerounais doit comprendre cela. Maintenant, passons aux possibles solutions. Les voies de sortie de la crise. Je voudrais, avant de donner ces voies, dire très simplement que dans nos conversations, dans nos réflexions, dans la mise en œuvre des stratégies que nous pensons, il n'y a aucun scénario dans lequel nous nous disons que M. Biya va rester au pouvoir. Et la seule manière de s'assurer que cette éventualité n'arrive pas, c'est si toutes les cartes sont sur la table. Mais si dans la stratégie, vous commencez à compter votre argent avant d'avoir fini de jouer au Jambo, il y a un souci. Si vous commencez à compter, comme on dit, les morts, avant de commencer la bataille, vous ne lutterez jamais cela. Si vous sortez pour planter, et vous passez le temps à regarder le ciel nuageux, vous ne planterez et vous ne sèmerez jamais. Donc, quand j'ai dit ça, ça veut dire que des trois voies que je vais présenter ici, il n'y a pas une voie qui conduit à un président Biya qui reste là. Donc, si dans la tête des gens, c'est que, bon, il faut que M. Biya reste là, ça, ce n'est pas pour vous. Donc, la première voie qui peut être utilisée, c'est la voie populaire. Cette voie populaire, la deuxième voie, je vais revenir en détail sur la première voie. La deuxième voie, c'est la voie militaire. La troisième voie, c'est la voie diplomatique. Chacune de ces voies
a ses avantages et ses inconvénients. Aucune de ces voies n'a que les avantages. Aucune. C'est pour ça qu'il est important, j'ai dit tout à l'heure, qu'il est important de garder toutes les cartes sur la table. Qu'on ne dise pas, on ne va pas arriver ici. Parce que la minute où vous dites, vous n'allez pas arriver ici, vous vous tirez une balle au pied. Donc, dans cette conversation, je voudrais qu'on réfléchisse ensemble, en gardant toutes les cartes sur la table, en sachant que la finalité, la fin de cette crise, doit nous amener à un contexte où le président de la République ne s'appelle pas Paul Biya et n'est pas l'un des siens. Voilà la finalité. Donc, numéro 1, la voix populaire. Vous voyez, et je l'ai mentionné tout à l'heure, que la voie populaire, qu'on appellerait encore népalisation, c'est là où le peuple décide de marcher, d'aller là où il veut, parce que le peuple est le patron d'un pays. Donc le peuple peut aller partout. Le peuple peut dire je vais à Etoudi. Le peuple peut dire je m'en vais enlever M. Biya. C'est le droit du peuple. Mais ce pouvoir du peuple a été enlevé des mains du peuple, confisqué par un groupuscule qui est prêt à utiliser tous les moyens en sa possession pour détruire le peuple camerounais. Ça veut dire que si le peuple sort, il faut s'attendre à ce qu'on tire sur le peuple. Alors, le peuple, naturellement, va reculer. Et si le peuple recule, le peuple cède le pouvoir à ceux qui oppressent le peuple. Ça, c'est la première voie. La solution ici, si on veut utiliser cette voie, c'est qu'il faut trouver des moyens de défense au peuple. Aussi simple que cela. Je sais que l'idée, beaucoup de personnes ne l'aiment pas. Nous avons proposé qu'on équipe des groupes d'autodéfense dans tous les quartiers de la République, qu'on ait des groupes d'autodéfense, des personnes qui seront armées, mais on ne donne pas des armes seulement aux gens comme ça. Il y a un processus. En réalité, ces personnes-là doivent faire partie d'un programme clair. En Côte d'Ivoire, le souci a été que la démilitarisation n'a pas été facile parce qu'il n'y avait pas un plan de carrière. Alors, si quelqu'un à qui vous donnez une arme est entraîné, les armes qui seront données, ce sont des armes en 30 minutes, vous savez comment elles fonctionnent et puis vous pouvez travailler avec ces armes normalement. Donc, le côté entraînement n'est pas un souci. Il n'y a donc pas besoin d'aller avoir un territoire pour entraîner quelqu'un. L'entraînement peut se faire dans le quartier même, où on vous montre, voici comment ça fonctionne, essayez une, deux fois, vous comprenez très rapidement comment ça fonctionne, et lorsque vous avez compris comment ça fonctionne, c'est parti. Mais il faut prendre beaucoup de précautions. Les précautions qui doivent être prises, ce sont des précautions très claires. Numéro 1, les personnes qui seront choisies pour cela doivent avoir un plan de carrière. C'est-à-dire que vous êtes recruté par l'État du Cameroun. Et quand je parle de l'État du Cameroun, je parle de l'État du Cameroun dirigé par le président de la République, son Excellence Issa Chiroma Bakary. Donc, la proposition que nous faisons à Monsieur le Président, c'est, numéro 1, qu'il
ordonne le recrutement au service militaire. En recrutant des jeunes Camerounais au service militaire, le recrutement est pour 5 ans au minimum. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne qui reçoit un training rapide, ce training rapide, je vous ai dit qu'en 30 minutes, on a terminé tout ça. C'est vraiment des facilités d'emploi extraordinaires. Donc, cette personne reçoit un training en 30 minutes, c'est terminé, c'est bon. Mais avant d'arriver là, la personne, on a enregistré la personne dans le fichier, les empreintes, l'identité, le training et tout ça a déjà été pris en compte. On a fait une enquête de moralité pour se rassurer que la personne à qui cette arme est donnée est une personne de bonne moralité et qui n'a pas d'antécédent. Quand on s'est rassuré de cela, alors cette personne a un plan de carrière. On pourrait par exemple dire, bon voilà, vous allez être recruté pour 5 ans au minimum, vous ferez partie de l'armée camerounaise, vous aurez un salaire de temps, et une fois que la crise sera passée, vous serez formé dans le domaine de votre choix. Ça veut dire que vous voulez être médecin, l'armée va payer vos études jusqu'à ce que vous finissiez votre diplôme de médecin. Vous voulez être ingénieur, l'armée va payer cela, l'État va payer cela jusqu'à ce que vous finissiez votre programme de formation. Donc, quel que soit le domaine dans lequel vous voulez vous former, cette formation devient une garantie. Vous avez un salaire qui devient une garantie. Et pendant que vous êtes là, si votre option est de rester dans l'armée, vous recevez donc une formation militaire en bonne et due forme, c'est-à-dire pleine. Lorsque vous avez fini votre programme, vous avez le choix, vous restez pendant tout ce temps, vous êtes payé par l'État, vous pouvez être appelé à tout moment, parce que vous êtes dans une sorte de réserve, et à la fin de votre formation, un capital vous est donné pour vous permettre de vous lancer dans le domaine dans lequel vous vous serez entraîné. Ça fait donc que le premier acte d'emploi de M. le Président devient le recrutement de 400 000 jeunes Camerounais dans l'armée camerounaise. Si cela est fait comme ça, et les personnes qui sont recrutées entreront dans l'armée camerounaise, pas simplement pour quelque chose qui va durer 3 semaines ou 1 mois. Ce serait un plan de carrière. Nous avons donc là des personnes qui ont quelque chose à perdre. Donc, ça, c'est la première option. L'avantage de cette option est que désormais, l'armée qui reste du côté du régime Biya ne pourra plus oser entrer dans les quartiers chercher des gens pour les exécuter. N'osera plus tirer sur le peuple parce qu'il sait que ce peuple peut tirer sur eux. Il y aura donc équilibre des forces. Et quelqu'un qui pense qu'il est plus fort que vous, vous ne pouvez rien lui dire. Vous devez seulement compter sur la bonté de son cœur. Parce que, mis à part cela, vous n'avez plus aucun moyen de pression sur lui. Il faut donc rééquilibrer la terreur, de sorte que l'armée qui restera fidèle à M. Biya
Et je pense que cette armée tournera autour de 30 000 hommes, parce que le reste ira au président Chiroma. Cette armée ne pensera même pas à lutter, parce qu'elle sait qu'en face, il y a 400 000 personnes, plus les gars de l'ancienne armée. On est autour de 470 000 personnes. Ainsi, quand les rapports de force seront changés, personne ne parlera plus de bataille. Personne. Même ceux qui restent fidèles à M. Biya ne commenceront pas la conversation de la bataille. Parce qu'ils sauront que s'ils parlent ce langage, c'est terminé pour eux. Voilà l'avantage de cela. C'est ça l'avantage de changer le rapport de force entre M. Biya et le peuple camerounais. Ainsi, le peuple camerounais pourra donc clairement marcher pour accomplir son objectif qui est d'aller déloger M. Biya d'Etoudi et d'y installer le président Chiroma. Le gros désavantage de cette option est dans la qualité du vetting, je ne sais pas vetting en français, la qualité du background check. Bon, la qualité de... j'ai dit le mot tout à l'heure, c'est qu'il m'échappe. Bon, en tout cas, c'est ce que je veux dire. La qualité, quand on cherche les candidats, c'est-à-dire quand on recherche les candidats pour voir s'ils ont des antécédents. J'oublie ce mot-là en français. Donc, c'est ce processus de recherche du background d'un candidat pour savoir est-ce qu'il a des antécédents, est-ce qu'il est de bonne moralité, enquête de moralité. Voilà. Donc, la grosse faiblesse de cette option, c'est si les enquêtes de moralité ne sont pas pleines. Il faudra donc une expertise particulière. Donc, ça, c'est la voie populaire. Si le plan est de passer par la voie populaire, voilà les options qui se présentent sur la table. Et le peuple ne devrait pas avoir peur d'avoir cette conversation, parce qu'en réalité, ça c'est le chemin le plus rapide pour résoudre cette situation. Option numéro 1. Deuxième option, c'est la voie militaire. La voie militaire est la voie où on souhaite que l'armée camerounaise, en tout cas une partie de l'armée camerounaise, se désolidarise de M. Biya et de son système, se mette derrière le président Chiroma et engage un affrontement avec les forces fidèles à M. Biya et avec le but de dégager M. Biya. L'une des plus grandes faiblesses de en tout cas je vais commencer par les forces de cette approche. L'une des forces majeures de cette approche, c'est qu'en théorie, elle diminue les pertes humaines. Elle diminue les pertes humaines. Donc, c'est un avantage certain. Une armée marche contre une autre armée et à la fin de la bataille, l'armée qui a gagné installe le nouveau président. Donc, ça reste donc une histoire militaire. Ça, c'est la première variante de l'option militaire. La deuxième variante de l'option militaire, je ne veux pas en parler parce que c'est une phase
c'est une phase des experts, donc je ne voudrais pas en parler maintenant. Donc, je veux rester dans l'option militaire, je veux dire militaire populaire. Donc, cette option militaire populaire, donc c'est ça, une armée qui va contre une autre armée et qui enlève donc M. Biya. Le problème avec cette approche, c'est que M. Biya a tellement corrompu le Cameroun que ce serait un risque important de penser que tout ce qui vient de l'armée fidèle à M. Biya viennent pour la cause. Ce serait risqué de le penser. Je le dis pour la simple raison que nous avons parlé avec quelques... Ça, je peux le dire, puisqu'on a déjà conclu avec... on a déjà mis 2 de ces personnes hors, donc nous ne parlons plus avec ces personnes, mais je peux vous dire ici que nous avons engagé quelques conversations avec certains membres de cette armée. Et nous nous sommes rendus compte que pendant que nous, on parlait à 2 de ces personnes, on parle avec une vingtaine de personnes, et on s'est rendu compte que pendant que nous parlions à 2 de ces personnes, ces 2 personnes nous parlaient et rendaient compte. En réalité, nous étions devenus un peu comme un cas d'école, comme un... C'est-à-dire, ces personnes nous avaient été envoyées pour prendre le maximum d'informations, pour savoir A, pour savoir B, ainsi de suite, ne sachant pas que comme ils nous surveillaient, nous aussi on les surveillait. On découvre donc plus tard que, en réalité, on l'a découvert 2-3 jours plus tard, qu'en réalité, ces personnes travaillaient pour la faction fidèle à M. Biya. Et c'était les plus zélés. Et en réalité, c'est leur zèle qui nous a un peu inquiétés, parce qu'au moment où on voulait approfondir la conversation, on s'est dit, bon voilà, il faut quand même qu'on regarde de très près. Et là, on découvre que les personnes, en réalité, sont undercover et viennent pour nous, pour informer leurs dirigeants. On s'est aussi rendu compte que de la vingtaine de personnes avec lesquelles on parlait, il y a au moins 6 de ces personnes, en plus des 2. Il y a 6 de ces personnes qui sont dans une situation financière qui n'est pas bonne. Et que ces personnes seraient prêtes à accepter un certain nombre de choses, si jamais cela leur était proposé. Alors, face à cela, parce que lorsque vous prenez 20 personnes, un échantillon de 20, et que dans les 20, vous avez 2, soit 10%, qui travaillent pour l'adversaire, et vous avez 30% qui travaillent sans grande conviction, mais dont le but est de tirer son épingle du jeu, si une proposition financière leur est faite, alors vous vous retrouvez dans une situation où 40% de votre échantillon, vous ne maîtrisez pas. Et c'est là où nous disons que le risque de cette option militaire populaire est que la profondeur du phénomène de corruption rend fragile le fait de compter sur les militaires pour faire quelque chose pour le peuple. Ça, nous le disons très simplement,
sur la base des éléments que nous avons en main. Il y a certaines de ces personnes, nous avons continué de parler avec certaines de ces personnes, mais en réalité, ces personnes ne savaient pas qu'elles entraient dans notre plan. Mais si on va bâtir une stratégie qui se repose sur le côté militaire, qui est la deuxième option, il faut qu'on reste conscient de cela. Parce que si on n'est pas conscient de cela, la surprise risque d'être colossale. Colossale. Il faut garder en tête qu'en face, on n'hésitera devant rien pour garder le pouvoir. Donc, l'option militaire populaire, et quand je dis militaire populaire, donc là, je préfère dire encore, la première variante de l'option militaire est une option fragile. Ce serait la meilleure option si l'échantillon dans l'armée était un bon échantillon de personnes fidèles à l'appel, c'est-à-dire des personnes qui ont voté pour le changement, des personnes qui veulent le changement, des personnes engagées au changement. Mais comment vous faites l'enquête de moralité de quelqu'un sur la base de son vote? Vous comprenez que ça devient un peu compliqué. Vous ne pouvez que croire ce que la personne vous dit. Mais lorsque vous voulez recruter quelqu'un, alors, vous devez considérer ce risque. Donc, soit vous faites une enquête de moralité sérieuse pour arriver à une conclusion, mais mon problème ici n'est pas les 10% qui travaillent pour le camp adverse. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, ce sont les 30% qui ont de bons motifs, mais qui sont d'une fragilité importante. C'est pour ça que vous ne pouvez pas prédire. Pour contourner cet événement, il faut avoir de l'argent en réserve pour gérer ceux qui rejoignent le camp beaucoup plus rapidement. Donc, je ne vais pas entrer dans ce détail-là maintenant. C'est une conversation à avoir avec qui de droit. La troisième option, c'est l'option diplomatique. Parce que l'option diplomatique, comme les deux premières options, elle a des avantages, elle a des inconvénients. L'option diplomatique, c'est quoi? Très simplement, c'est que dans l'option diplomatique, il faut que le président de la République, M. Issa Chiroma Bakary, son Excellence Issa Chiroma Bakary, mette rapidement sur pied, constitue rapidement des ambassadeurs dans les pays occidentaux. C'est-à-dire, s'il y a une quarantaine de ces pays, qu'il nomme des représentants dans ces pays-là, qu'il désigne un négociateur pour mener un certain nombre de conversations. Les conversations sont simples. Lorsque vous voulez un partenaire, lorsque vous entrez en affaires, vous n'entrez pas en affaires pour les beaux yeux de votre partenaire. Si vous entrez dans une affaire parce que vous aimez la personne qui est votre partenaire, l'affaire va échouer. Aussi simple que ça. Il faut donc que l'affaire elle-même ait du mérite. Ça veut dire que chaque partenaire dans une affaire doit gagner quelque chose, doit savoir ce qu'il gagne. Donc,
la mise en œuvre de cette quarantaine d'ambassadeurs dans les pays occidentaux et la désignation d'un négociateur pour mener cette négociation au nom du président de la République fera en sorte que dans les jours et les semaines qui viennent, l'Occident dans son entièreté reconnaîtra M. Issa Chiroma Bakary, président de la République du Cameroun. La diaspora va faire ce qu'elle doit faire pour se rassurer que les ambassadeurs nommés par M. le Président de la République prennent effectivement bureau dans les résidences des ambassadeurs et dans les bureaux des ambassadeurs. Aussi simple que cela. Le travail de ces ambassadeurs, il n'y aura pas d'autres travaux autres que communiquer tous les jours avec le pays d'accueil pour rendre compte de la situation sur le terrain. Ce sera vraiment minute après minute informer les pays occidentaux de la situation sur le terrain. S'il y a une violation des droits de l'homme, elle est documentée, elle est transmise. Ça, c'est le premier volet de cela. Le deuxième volet de cela, le niveau de la négociation, ce sera de faire accepter à ces partenaires internationaux des partenariats. Les partenariats, très simplement, c'est que il faut que chacun de ces pays sache ce qu'il gagne avec le Cameroun. Et nous pensons que ça, c'est une tâche très facile. Très facile de démontrer à la France, aux États-Unis, au Royaume-Uni, à l'Allemagne, à la Belgique, à l'Italie, aux États-Unis, au Canada, ainsi de suite, démontrer très clairement que un peuple camerounais libre, un Cameroun de justice, est un Cameroun dans lequel même vos entreprises vont prospérer. Parce que la concurrence, le terrain sera plat pour tout le monde. Il n'y aura plus de corruption. Vos investissements au Cameroun seront en sécurité parce que la justice a fermé une nation. Nous pensons que nous sommes capables de convaincre ces pays-là à se ranger de manière officielle derrière le président de la République du Cameroun. Le deuxième volet de cela sera d'attaquer l'aide. Le Cameroun vit de près et le Cameroun vit d'appui. Le FMI apporte un appui. Si les États-Unis reconnaissent M. Chiroma comme président, le FMI reconnaîtra M. Chiroma comme président. La Banque mondiale le fera. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est la redirection des ressources financières au niveau du FMI, au niveau de la Banque mondiale, au niveau des bailleurs de fonds à l'international. Tous ces fonds seront redirigés vers Garoua. Garoua devenant donc temporairement la capitale du Cameroun, en attendant que les occupants soient chassés du pouvoir. Si cela est fait comme cela, où le président Chiroma peut payer les salaires et M. Biya ne peut pas payer les salaires, même les fonctionnaires eux-mêmes choisiront très vite leur camp. Donc, cette bataille doit être une bataille claire, mais cette fois, le choix est de miser sur la diplomatie pour que cette diplomatie mette pression au gouvernement de Yaoundé, asphyxie financièrement et diplomatiquement le régime de Yaoundé. Mais pour y arriver, ça ne va pas se passer en un jour. Donc, ça, ce sera parti pour une crise
qui durera dans les 3 à 6 mois qui viennent. Parce que l'État du Cameroun n'a pas d'argent pour payer les salaires pendant 6 mois. L'État du Cameroun n'a pas cet argent. Le Trésor du Cameroun n'a pas 6 mois de salaire de réserve. Et c'est ça la bonne nouvelle. Et c'est en cela que je propose que le principe des villes mortes soit maintenu, que pendant le temps, pendant que le volet diplomatique est en train de travailler, que la capacité du gouvernement qui restera, le gouvernement rebelle, qui restera avec M. Biya, qu'il n'ait pas la capacité de collecter les fonds publics. C'est pour ça que dans ces régions-là, il faudra encourager les populations aux villes mortes, pendant que ça marche ailleurs. Une telle stratégie aura le mérite de diminuer les morts. Ça prendra un peu plus de temps, mais ça aura un résultat certain. Et ce résultat, c'est que M. Biya sera chassé du pouvoir dans les 6 mois qui viennent. Évidemment, quand on parle de manière pratique, une de ces pratiques sera de couper le Cameroun en 2. Ce sera le Cameroun, mais pour des besoins de la cause, il faudra rendre effectif cette coupure. Pendant ce temps, le littoral, l'Ouest et le Nozo vont faire ce qui doit être fait de ce côté, et il n'est pas exclu qu'il y ait une coupure de ce côté également, pour qu'il y ait la région du Nozo, littoral et l'Ouest, plus le Nord, plus l'extrême Nord et la Damawa, qui formerait donc cette zone libre, et ceux qui veulent occuper Yaoundé resteront donc à Yaoundé. Donc, voilà les options que nous avons pensé étaient nécessaires aujourd'hui. Lorsque j'ai parlé de certaines de ces options, il y a des gens qui m'ont dit, bon voilà, on ne veut pas d'étrangers, on ne veut pas, on veut régler notre affaire à l'intérieur. Mais ce que beaucoup de personnes oublient, c'est que, vous voyez les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique ne se seraient jamais libérés sans l'aide de la France. Parce que lorsque les États-Unis déclarent leur indépendance, le 4 juillet 1776, ils ne sont pas indépendants. Il faut lutter pour cette indépendance. Parce que cette indépendance deviendra officielle 8 ans plus tard. 7 ou 8 ans plus tard, en 1783. Mais il y a un élément dont on ne parle pas beaucoup. C'est que la bataille se passe de 1776, elle continue jusqu'en 1783, mais en 1781, la France décide de venir aider les États-Unis à se libérer de l'Angleterre. En 1781. Et pendant 2 ans, la France lutte aux côtés des États-Unis, parce qu'à ce moment, la première puissance du monde, c'était l'Angleterre. Donc la France lutte aux côtés des États-Unis pendant 2 ans pour libérer les États-Unis. Et c'est ce qui a abouti, même le traité de Paris, le traité qui a été signé pour entériner la libération des États-Unis. Ce traité n'a pas été signé aux États-Unis.
Ce traité a été signé le 3 septembre 1783 à Paris. Donc, le traité qui libérait officiellement les États-Unis a été signé à Paris. Bon, maintenant, est-ce que ce fait a empêché que les États-Unis deviennent la première puissance de la Terre? Non. C'est la qualité des hommes qui détermine le succès d'une nation. La qualité du système qu'on met en place détermine le devenir d'une nation. Donc, qu'on ne vous casse plus la tête avec ces histoires où on va vous dire, bon voilà, les gens vont venir nous exploiter, ils vont faire cela, ils vont faire ceci. Ce n'est pas de ça dont il s'agit. J'ai même vu où des gens parlent des accords coloniaux avec que M. Biya aurait annulé. Quels accords? Quels accords? Qu'ils vous disent un seul accord qui a été annulé par M. Biya. Un seul que M. Biya a annulé. Un seul. Parce qu'il n'y en a pas. Des gens s'asseyent dans des laboratoires, pensent des histoires pour tromper le peuple, et parce que le régime Biya a toujours fonctionné soit sur le tribalisme, soit sur le rejet des étrangers. Parce qu'ils savent qu'ils n'ont rien de pratique à proposer. Ils n'ont rien de bon à proposer au peuple. Alors, pour rester au pouvoir, il faut qu'ils montent des gens contre les autres. Qu'on monte les Bétis contre les Bamileke. Qu'on monte les nordistes contre les sudistes. Qu'on monte ceux de l'Est contre ceux de l'Ouest. Parce que c'est ça qui leur permet de rester au pouvoir. Et quand ils n'arrivent pas à monter des gens dans la communauté nationale, ils se disent, bon voilà, il faut monter le Cameroun et les Camerounais contre la France, il faut monter les Camerounais contre les États-Unis, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça vaut rien. Aucun peuple ne peut se développer en autarcie. La Bible enseigne que frappez, demandez, on vous donnera. Frappez, on vous ouvrira. Le Cameroun est dans une situation où le Cameroun a besoin d'aide. Parce que si on laisse le peuple camerounais seul devant les tyrans des Toudis, ils feront ce qu'ils savent faire de mieux, et ça, c'est détruire le peuple. Donc, voilà ce que je voulais discuter aujourd'hui. Je l'ai fait parce que je voudrais que ce soit clair pour tout le monde et que ce ne soit pas surprenant lorsque une idée est avancée ou une autre et que les gens ne se disent pas, bon voilà, c'est la confusion, ainsi de suite. C'est pour ça que j'ai veillé à présenter ces trois options, présenter les avantages et les inconvénients de chaque option. Et maintenant, nous allons faire ce qui est possible pour voir dans quel contexte nous allons travailler avec Monsieur le Président de la République pour que cela se passe. Mais quel que soit le contexte, quel que soit le choix de Monsieur le Président, nous allons supporter le choix de Monsieur le Président parce que lui, il a une vue générale. Nous ne pouvons que proposer et il prendra la décision. Merci tout le monde, merci d'être venu.